Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de l'ATBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Aujourd'hui, nous organisons avec le réseau FRAB, donc le réseau de la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne, un webinaire pour vous présenter deux outils d'accompagnement du déploiement du désherbage mécanique que sont Cartomat et Optimat. Vous trouverez le lien pour récupérer le diaporama sous cette vidéo. Je vais laisser la parole à Antonin Lecampion, donc qui va vous présenter ces deux outils et qui est chargé de mission de la FRAB. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci. Hop. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Super. Je vais commencer par me présenter. Donc, Antonin Lecampion. Donc, je travaille à la Fédération régionale des agriculteurs bio de Bretagne. Je suis chargé de mission sol et agronomie. Et du coup, l'objet de ce webinaire, c'était de venir vous présenter deux outils d'aide à l'accompagnement et puis d'aide à la décision pour faire du désherbage mécanique. Voilà, donc Optimat et Cartomat. N'hésitez pas à m'interrompre au fil du webinaire si vous avez des questions, soit de les mettre directement dans le chat. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Hop. Soit de le mettre directement dans le chat, soit sinon de mettre une étoile dans le chat pour que je puisse vous donner la parole. Voilà, donc je voulais commencer aussi par répondre un peu, enfin apporter des éléments de réponse à deux questions qui se posent généralement autour du désherbage mécanique. Déjà, est-ce que le désherbage mécanique c'est efficace? Et une deuxième question qui revient souvent sur le désherbage mécanique, est-ce que ça consomme plus de gaz à effet de serre, enfin plus de carburant et donc produit plus de gaz à effet de serre? Donc, hop là, je vois que j'ai les diapos qui défilent très rapidement. Donc, le premier point, donc c'est Agrobio35 qui m'a transmis ces éléments, puisqu'ils font un accompagnement sur du désherbage alterné depuis 16 années maintenant auprès des agriculteurs conventionnels sur les bassins versants. Et au bout de ces 16 années d'expérience, il y a différentes conclusions déjà qui émergent quant à la pratique du désherbage mécanique. Donc l'idée de ces accompagnements, c'est de proposer vous devez d'ailleurs bien les connaître pour la plupart d'entre vous, c'est de proposer à des agriculteurs conventionnels du désherbage mécanique sur certaines de leurs parcelles, avec la possibilité de décrocher en chimique au bout d'une compétition adventice trop importante. Hop. Donc, au bout de 16 années, c'est 936 agriculteurs conventionnels qui ont pu être accompagnés sur 1202 parcelles pour plus de 5000 hectares en tout. Et au bilan, au moins deux passages de houe qui permettent l'économie d'un passage, un passage en poste levé et entre 3 et 25% des parcelles qui ont pu passer qui ont pu être désherbées entièrement en mécanique chaque année. Sur 16 ans, il y a aussi des tendances qui ressortent. Parmi les parcelles qui n'ont pas été désherbées chimiquement, un effet important du précédent. On retrouve l'effet important du précédent prairie pour la réussite du désherbage mécanique, pour la moitié des parcelles qui étaient accompagnées, et 81% d'entre elles qui avaient été labourées. Donc on retrouve quand même l'impact important du labour sur la gestion des adventices quand on fait du désherbage mécanique, mais également du coup plus largement. En termes de comparatif, en termes de coûts, c'est une question qui revient aussi régulièrement. Euh, on a un exercice qui a été proposé encore par Agrobio 35 de comparer le coût de chantier en fait, du désherbage chimique avec différents programmes de désherbage chimique et différentes stratégies de désherbage mécanique, voire de désherbage mécanique complété par du chimique.
Donc, on retrouve dans ce tableau-là les résultats de ce comparatif. On retrouve sur la première ligne les différents programmes qui ont été comparés. Sur la seconde ligne, le coût des molécules utilisées, enfin du passage en chimique en fonction des programmes. Et ensuite, le coût des passages, c'est-à-dire là, le coût, non pas des produits, mais le coût d'utilisation, le coût de traction, le coût de main-d'œuvre et le coût de traction des outils et le total du coût que ça peut représenter. Donc, sur un programme sur maïs, hein, de 2 passages en poste levé, on arrive à un total de environ 102 euros par hectare avec un programme d'un prélevé, un passage en prélevé, un passage en post-levé de 104 euros par hectare, un passage chimique complété par un passage de bineuse cette fois, donc un passage chimique précoce complété par un passage de bineuse, on descend à 91 euros de l'hectare. En dose réduite, on descend avec 2 passages à 65 euros de l'hectare. Et là, si on compare maintenant avec des programmes plutôt mécaniques, plus tout mécanique, avec 2 passages de houe rotative et un passage de chimique, on arrive à 107 euros de l'hectare environ. Et avec un programme tout mécanique, 2 passages de houe, un passage de bineuse, 96 euros de l'hectare. On voit l'impact sur l'IFT, notamment des deux derniers programmes. Donc, on descend en dessous, enfin pratiquement en dessous de 0,5 et évidemment, on est nul sur du tout mécanique. Et l'efficacité du désherbage en en fonction des programmes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive potentiellement à des niveaux d'efficacité équivalents pour tous ces programmes, avec évidemment une variable aléatoire un peu plus forte sur le désherbage mécanique lié à la météo. Par contre, on va retrouver l'avantage agronomique forcément représenté par un passage de bineuse, un passage de houe, que ce soit pour aérer le sol, pour buter un petit peu la terre sur le rang de maïs, ou pour écrouter la croûte de battance qu'on va pouvoir retrouver avec les passages de houe rotative. Je passe à la diapo suivante. Ce que ça donne en termes de réduction du coût de l'IFT, on peut comparer au fil des années l'IFT sur maïs en désherbage alterné, donc toujours un des chiffres qui ont été analysés par Agrobio 35. Donc on retrouve l'IFT qui est relativement modeste quand même, quoi qu'il en soit sur maïs, mais de environ 1,5 par rapport à d'autres cultures en tout cas, d'1,5 sur un IFT en tout chimique, en désherbage alterné avec un passage de mécanique, on descend plutôt autour de 1 en termes d'IFT, donc une réduction pratiquement de 30% de l'IFT avec un seul passage en mécanique, un passage généralement de houe rotative. Et avec au moins 2 passages mécaniques, on réduit l'IFT de 60% quand on passe sur 2 passages ou plus. Donc voilà les premiers éléments pour déjà témoigner un peu de l'efficacité du désherbage mécanique, en tout cas pour réduire l'IFT et des premiers éléments de comparaison en termes de coût. Une autre question du coup qui revient assez régulièrement sur l'évaluation des consommations de carburant et du coup d'émissions de gaz à effet de serre par le désherbage mécanique. Une proposition d'analyse qui a été également faite par Agrobio 35 en mobilisant différentes sources, vous allez le voir, mais principalement en s'appuyant sur les barèmes d'entraide proposés par l'ECUMA. Alors, en regardant au global sur un itinéraire technique d'1 hectare de maïs en silage, on va avoir une consommation pour le déchômage de 14 litres par hectare, 20 litres par hectare pour le travail du sol qui va suivre, la préparation du sol et le semis, 15 litres par hectare en plus,
un épandage de matière organique, on rajoute 11 litres par hectare, et ensuite la récolte, donc l'ensilage, le transport et la confection du silo par derrière, donc 60 litres par hectare. Donc on est à peu près à 125 litres par hectare de fuel qui est consommé pour la production de maïs ensilage sur une parcelle d'un hectare, enfin sur un hectare, avec évidemment des fluctuations selon l'éloignement des parcelles par rapport au silo. Donc on peut dire un estimatif de 100 à 150 litres de fuel consommé pour un hectare de maïs ensilage, et encore là, sans tenir compte de l'énergie consommée pour la fabrication des engrais de synthèse, si utilisation d'engrais de synthèse. Pour un litre de fuel, en termes de référence, on a généralement autour de 3 kg de CO2 qui est émis. Donc ça, c'est des références toujours retrouvées. Donc là, c'est la Chambre d'agriculture de Normandie pour cette référence-là. Donc en faisant un calcul assez rapide, on arrive pour 120 litres consommés pour un hectare de maïs à 361 kg de CO2 émis. Si on poursuit le raisonnement maintenant en ajoutant du coup l'impact d'un passage ou de plusieurs passages de pulvérisation herbicide. Donc sur un pulvérisateur traîné de 24 mètres, on est autour de 1 litre hectare consommé. Avec 2 passages, on arrive à 2 litres hectare. Et donc, sur la base de environ 3 kg de CO2 pour 1 litre de carburant consommé, environ 6 kg de CO2 émis, avec pour 1 kg de herbicide, la fabrication, on a une émission supplémentaire du coup de 300 grammes par hectare de CO2. Pour 2 passages, on arrive à 5 kg par hectare sur 1 kg d'herbicide. Au total, sur la pulvérisation, on est à 11 kg par hectare. Et cette fois, on ne tient pas compte du coup de la prise en compte des gaz à effet de serre émis pour le traitement de l'eau. Donc, si on fait le total avec les gaz à effet de serre émis pour la production d'1 hectare de maïs, auquel on ajoute l'impact du passage, des 2 passages de pulvé, on arrive en gros à 372 kg de CO2 émis pour 1 hectare. Et la pulvérisation, du coup, représente 3% des émissions de gaz à effet de serre totales sur l'ensemble d'un cycle cultural du coup, de maïs en silage. Si on compare maintenant avec du désherbage mécanique sur une houe rotative classique, donc largeur 6,4 mètres, donc une puissance de traction de 120 chevaux généralement nécessaire, on arrive à une consommation en carburant d'1,4 litre par hectare, 2 passages de houe rotative dans les stades les plus précoces du maïs, soit pratiquement 3 litres par hectare, et 8,6 kg de CO2 émis. Il y avait une question, erreur d'unité. Oui, c'est ça, ouais. Là, il y a une erreur d'unité dans le, Ouais, sur la dans le diapo d'avant, calcul. excusez-moi. Ouais, Oui, juste... Mais ouais, je m'en suis rendu compte en le lisant également. Merci. Sur une bineuse Siran, on est pareil sur environ un besoin de traction de 120 chevaux, pratiquement 4 litres hectare, soit 11,88 kg de CO2 émis en désherbage mécanique. Soit un total de 20,54 kg de CO2 par hectare. Pour les gaz à effet de serre, pour un désherbage mécanique du coup de maïs, si on fait la somme des deux, on arrive à un cumul de 382 kg de CO2 émis en désherbage mécanique, ce qui représente 5,37% des émissions totales pour le cycle de culture du maïs. Si on fait un bilan comparatif, du coup, entre un pulvé, 2 passages pulvés et le désherbage mécanique, on arrive
un total de 372 kg de CO2 émis par l'utilisation du pulvé et 382 kg de CO2 émis en désherbage mécanique. Donc une différence au final de 10 kg de CO2 émis, soit 2,6%. Donc ça permet un petit peu de nuancer généralement en regardant ce qui est produit et émis sur l'ensemble d'un cycle de culture, la consommation du coup de carburant et les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent en découler et de nuancer un petit peu ça. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça de votre côté? Oui, j'en ai une réaction sur enfin, voilà, l'évolution actuelle hein, des prix sur le fuel. Est-ce qu'on va vers un bouleversement de ces données? On n'a pas du coup de recul suffisant là pour l'instant sur euh, en tout cas, en regardant sur l'ensemble du cycle, la consommation de carburant elle va rester la même. Après, sur une différence de 2%, bah, on peut imaginer évidemment qu'avec une augmentation du coût du carburant, bah, ça va forcément, ces 2% en valeur absolue vont augmenter sensiblement. Mais pour l'instant, on voit pas de signaux qui soient qui donnent des freins au désherbage mécanique par rapport à ça. Ok. Pas d'autres questions? Eh ben, écoutez, à ce moment-là, je passe sur la présentation des deux outils, Cartomat et Optimat. Donc, deux outils d'aide à la décision hein, qui ont été créés récemment. Donc, pour Cartomat, on a commencé à communiquer sur l'outil à partir du début de ce printemps. L'objectif de cet outil, c'est de pouvoir localiser les outils de désherbage mécanique près de chez soi. C'est une carte interactive du coup qui est en libre accès pour tous. L'idée qu'on avait derrière, c'était de proposer aux agriculteurs de le souhaiter, qu'ils souhaitaient de pouvoir tester des outils près de chez eux ou tout simplement d'en avoir une utilisation un peu plus large, ou alors pour ceux qui avaient déjà en main propre un panel d'outils, de le compléter par un autre au besoin. Un deuxième outil, du coup, Optimat, hein, dont on propose le lancement là, cette semaine. Là, on est plutôt sur un outil d'aide au choix avant d'investir. Donc, on voyait dans la logique, on voyait plutôt se tester sur Cartomat. Et puis, pour investir, vers qui me tourner. Optimat permet de répondre à cet enjeu-là. Il s'organise autour de deux parties. Du coup, une partie plutôt catalogue avec un référencement des outils disponibles en France et une partie plutôt simulation que là, on va proposer en accompagnement individuel ou collectif pour des investissements. Et pour rappel, il y a toujours le module de formation d'e-learning qui a été développé par Agrobio 35, donc sur un module de 4 heures à suivre sur Internet. Donc plutôt là pour se former au désherbage mécanique, où il y a du coup toutes les bases du désherbage mécanique qui sont abordées dans la formation sur le e-learning, et ça peut être complété en salle par du coup une entrée plus terrain, plus technique, et complété, vu que le e-learning est aujourd'hui très centré maïs, de compléter sur d'autres cultures céréales notamment. Donc voilà un peu pour Optimat, j'y reviendrai. Je vais aller directement partager mon écran hop, sur le module de cartographie. Voilà. Sur Cartomat, voici comment ça se présente du coup. Alors, du coup, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec l'AFR CUMA,
ouest, la Fédération des entrepreneurs des territoires de Bretagne, donc la Fédération des ETA de Bretagne, la Chambre d'agriculture de Bretagne, et financée et soutenue par l'État, par le programme des interventions territoriales de l'État et l'Agence de l'eau. Donc la carte se présente comme ceci. Donc du coup, c'est assez simple d'utilisation. On a uniquement 5 types de matériel qui a été répertorié. Les bineuses, les rotoétries, les houes rotatives, les RC-tries, du coup, à ressort. On a fait la distinction entre les RC-tries à ressort type tréfleur et les RC-tries classiques qu'on a appelé plutôt RC-tries à plateau. Et les essumeuses, il y en a quand même quelques-unes sur le territoire. Et le recensement des outils a été effectué donc, avec les CUMA, avec les OTA et également chez des producteurs bio et non bio souhaitant proposer, enfin de mettre à disposition leur outil pour leurs voisins ou faire connaître tout simplement le désherbage mécanique autour de chez eux en fonction de la demande de leurs voisins. Donc si ici, par exemple, on tape une commune, donc là je peux rentrer, c'est pas Fougères, on va pouvoir regarder les outils accessibles sur la carte près de Fougères. Donc on voit qu'il y en a chez des producteurs, il y en a dans plusieurs CUMA autour de Fougères, aussi dans des ETA. Et du coup, on va pouvoir voir en fonction de si on veut une bineuse, une RC-trie ou une rotative. Si je clique par exemple là sur la CUMA de l'Alliance, on va avoir l'adresse précise de la CUMA, une rapide description de l'outil. Donc là, par exemple, on a une bineuse à 8 rangs, 2 bineuses sur lesquelles on n'a pas d'informations en termes de rang. On va avoir les marques. Et pour les CUMA, plus spécifiquement, on va avoir la possibilité d'avoir plus d'informations et de faire le lien avec un autre outil qui avait été développé par les CUMA et qui est maintenant utilisé au niveau national, avec possibilité du coup de contacter par email la CUMA et de savoir aussi si potentiellement la CUMA dispose d'un chauffeur pour réaliser le travail de désherbage mécanique sur la ferme. Voilà pour les CUMA. Chez les producteurs, on va avoir l'adresse, par exemple ici, du GAEC, un contact, et puis une description de l'outil proposé. Donc là, par exemple, on va avoir une bineuse de marque Monosem qui peut sur maïs passer 4 à 6 rangs. Voilà, et puis un matériel, on a souhaité mettre une information aussi sur la date d'acquisition pour connaître un peu enfin présager un peu du niveau d'usure de l'outil sur la ferme. Voilà comment se présente la carte. On a rajouté quelques petits rappels sur le cadre réglementaire pour la réalisation de prestations. Un petit rappel, c'est que les sociétés agricoles, GAEC, ERL, SCEA, ne peuvent pas réaliser de prestations de services. Donc ça, c'est dans le cadre uniquement des sociétés à caractère commercial. C'est un petit rappel qui peut être bénéfique dans ce cadre d'utilisation de ce type d'outils. Par contre, un rappel sur le cadre de l'entraide agricole, sous lequel pourrait passer potentiellement un échange de services comme ça. Quelqu'un passe la bineuse chez un voisin. À ce moment-là, c'est le voisin qui passe la RC-trie. Donc, ça peut être, il y a ce cadre-là qui existe pour de l'échange de services. Et les spécificités techniques, là, c'est plus des détails pratiques sur la localisation des points, par exemple. Donc, l'objectif de cette carte, c'est que ce soit une carte collaborative. C'est-à-dire que côté CUMA et ETA, il va y avoir une actualisation qui va se faire assez facilement en se connectant justement, par exemple, sur les CUMA, sur CUMA-Link, qui est un outil qui est lui-même relié sur les comptabilités des CUMA. Donc, les informations vont remonter de cette façon-là. Chez les producteurs, il y a la possibilité qui est offerte pour les producteurs d'ajouter
eux-mêmes en fait un élément sur la carte. Donc, on a un petit formulaire de saisie qui se présente comme ça, avec la raison sociale de la structure, l'adresse évidemment quand même pour pouvoir bien localiser l'outil, le type d'outil qu'on souhaite faire afficher sur la carte, le type de structure, les informations de contact pour pouvoir être contacté, et ensuite des informations techniques sur les outils. Donc là-dessus, on voulait rester assez simple, mais quand même pouvoir donner de l'information essentielle, donc la marque, la largeur pour pouvoir déjà avoir une idée du débit de chantier et de la largeur de l'outil qui sera utilisé. Est-ce que ça passera pour les parcelles engagées, l'année d'acquisition, le type de guidage également aussi qui va être important, notamment selon les types de cultures. Pareil sur rotoétrie ou rotative, RC-tri à plateau et cimeuse. Ensuite, ça nous renvoie du coup un point sur la carte et les administrateurs du site peuvent ensuite le valider et l'ajouter définitivement à la carte. Aujourd'hui, il y a environ 300 points qui sont proposés sur la carte, enfin 250 bientôt 300 sur la carte. Et évidemment, plus elle sera utilisée, plus et connue, et plus on espère qu'elle s'enrichisse d'elle-même. Est-ce qu'il y a des questions sur cet outil, Cartomat? Moi, j'avais une question. Est-ce Ouais. que cet outil-là est développé également pour les iPhones, enfin pour les téléphones intelligents en application? C'est une carte qui passe sur téléphone, ouais. C'est une technologie qui permet ça. Normalement, après, si vous rencontrez des difficultés, je veux bien le savoir, mais nous, de notre côté, sur nos téléphones, c'est une carte qui fonctionne. J'avais une question aussi Ouais. est-ce que l'outil a déjà été a déjà été actionné? Est-ce que vous avez déjà des retours sur son utilisation? De Cartomat? Ouais, Cartomat, ouais. Alors, c'était l'objectif de lancer Cartomat avant justement un peu les campagnes de désherbage mécanique qui commencent tout juste là Ah oui. avec les premiers semis de maïs. Donc, dans les semaines à venir, on espère avoir des retours. C'était aussi l'objectif justement dans ces moments où il faut être réactif, pouvoir trouver aussi un outil rapidement en fonction des fenêtres météo, offrir cette possibilité-là aux utilisateurs. Donc, on espère que ça va pouvoir jouer ce rôle. On n'a pas encore eu de retour, du coup, pour l'instant. D'ici un mois, on devrait y voir un peu plus clair. Une phase de test, en fait, avant. C'est un lancement. Ouais, ok, C'est ça, ouais. ça marche. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, à ce moment-là, je vais passer sur Optimat. Hop. Donc, pour reprendre juste Optimat, donc là, on est plus sur un outil d'aide à l'investissement, un outil d'aide à l'accompagnement aussi pour les conseillers. Donc, il se compose avec la partie catalogue. Donc, sur l'outil, il y a plus de 45 constructeurs qui sont référencés aujourd'hui avec environ 80 modèles décrits. Et l'idée était de fournir un inventaire le plus exhaustif possible avec des informations techniques sur les différents modèles et aussi une demande importante, un premier positionnement en termes de prix. Une autre demande, c'était de pouvoir avoir un premier inventaire des technologies de guidage proposées par les différents constructeurs. On y retrouve aussi des contenus techniques, hein. Donc là, c'est
les règles un peu de base pour réaliser du désherbage mécanique, les préalables, la préparation du sol, les spécificités des différents types d'outils, donc RC-tri, rotoétrie ou rotative bineuse. Les stades d'intervention en fonction des cultures, en fonction aussi des adventices, et puis différents points d'attention et commentaires, points d'attention à bien regarder sur chaque outil avant d'investir. Donc aujourd'hui, en termes de conditions d'accès, on propose un accès libre à la partie catalogue et la partie plus simulation est proposée là pour l'instant en offre d'accompagnement personnalisée. Donc cet outil de simulation, l'objectif, c'est de proposer un outil qui soit le plus adapté à chaque contexte. Donc, premièrement, de pouvoir avoir un premier positionnement en termes de type d'outil préconisé en fonction du contexte. Et ensuite, une fois que le type d'outil est orienté, de pouvoir déterminer une largeur d'outil suffisante et adaptée au nombre de parcelles et à la taille des parcelles à désherber. Des premiers éléments de comparaison en termes de coût de chantier, intégrant notamment la main-d'œuvre, puisqu'on va avoir des débits de chantier très différents en fonction des outils. Des informations sur les fenêtres météo en fonction de la localisation du producteur en Bretagne pour l'instant, et un petit module d'adéquation entre largeur de voie du tracteur et possibilité du coup de biner du maïs. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Je vous propose d'aller directement sur Optimat. Alors, voilà comment ça se présente aujourd'hui. Donc, Optimat a un outil d'aide au choix avant d'investir. On retrouve la présentation sur un outil de simulation, un catalogue. Les prérequis pour réussir sont désherbage mécanique. Donc là, quelques grandes règles à respecter. Par exemple, un semi profond, 5 cm par exemple sur maïs. Enfin, des choses comme ça qui peuvent parfois surprendre quand on n'a pas eu l'occasion de faire de désherbage mécanique. Les stades d'intervention, maïs ici et céréales, en fonction des 4 types d'outils, et l'efficacité de l'intervention en fonction du stade des adventices et en fonction des outils. Donc, par exemple, ici, on va retrouver la houe rotative qui, elle, va être efficace uniquement à partir du stade, enfin jusqu'au stade filament cotylédon des adventices, la RC-tri qui va être efficace jusqu'à 4 feuilles, la rotoétrie jusqu'à 6 feuilles, et la bineuse qui sera efficace globalement jusqu'à 6-8 feuilles, voire 9-10 feuilles. Sur le rang, avec la possibilité d'ajouter des doigts type cresse ou des étris pour travailler sur le rang, uniquement jusqu'au stade 4 feuilles, avec des débits de chantier évidemment impactés. Un tableau de synthèse qui reprend les différents comparatifs entre les différents outils, et puis un rappel pour aller plus loin, donc des fiches techniques existantes et une petite vidéo du coup là de présentation du module de formation e-learning développé par Agrobio35. Voilà pour la page de présentation. Donc sur l'onglet, si je clique sur simulation, on retrouve un accès qui est restreint au grand public pour l'instant. Et sur la partie catalogue, donc RC-tri ou rotative, rotoétrie et bineuse, on peut cliquer sur les différents onglets. Et on retrouve ici le catalogue, c'est-à-dire les différents constructeurs identifiés en France comme ayant des outils à proposer sur les RC-tri à plateau, et des critères de recherche sur ces différents constructeurs en fonction des gammes d'outils qu'ils proposent. Donc, on voit par exemple que sur les RC-tri, on va avoir des constructeurs qui, à partir de 1 mètre de large, proposent des RC-tri et jusqu'à 24 mètres de large pour certains. Donc là, par exemple, Hennebock ou Carré.
en 12 mètres, qui va être généralement la largeur la plus répandue en RC Tri. On va retrouver ces constructeurs-ci, et avec comme critère encore de choix pour aller plus dans le détail, le type de réglage de l'agressivité. Est-ce qu'il est hydraulique? Est-ce qu'il est manuel? Est-ce qu'il est proposé aussi par le constructeur? Donc là-dessus, ça va jouer essentiellement sur le fait de pouvoir guider de la cabine du tracteur le réglage de l'agressivité de l'outil qui est derrière, et du coup d'éviter de descendre, descendre du tracteur. Et puis un premier positionnement en termes de prix. Donc on a choisi de séparer en 3 classes. Donc finalement, un tiers, les constructeurs pour lesquels le prix des RC Tri à plateau pour une référence de 12 mètres se situe plutôt dans le tiers inférieur. Donc on retrouve ces 3 marques-là. Un tiers plutôt moyen pour lequel on va retrouver ces marques-ci, et un tiers supérieur pour lesquels on va retrouver ces marques-là, avec, si on regarde par exemple chez Einbock, différentes gammes d'outils qui proposées en fonction de leurs spécificités. Donc, par exemple, ici, des différences sur le réglage de l'agressivité. Si on rentre un peu dans le détail, on retrouve ici un détail de l'outil. Par exemple, là, on va se retrouver, alors le gabarit routier, par exemple, qui va être souvent demandé, l'écartement entre deux dents, plus cette distance est réduite, et plus le travail de désherbage sera efficace. Le diamètre des dents, généralement autour de 7 mm, la longueur des dents. Voilà, les principales caractéristiques, d'autres positionnements en termes de prix, en fonction des options. Et ici, la possibilité pour les utilisateurs, en accès restreint aujourd'hui, de mettre des commentaires sur les outils. Donc, par exemple, si je me connecte, je vais pouvoir mettre un commentaire. Hop. Je l'effacerai après, hein. Je ne la connais pas. Et du coup, les autres utilisateurs pourront bénéficier des commentaires des autres utilisateurs. Voilà, bon, je ne vais pas le garder. Je ne suis pas expert. Alors, en bas ici, on retrouve les principaux points d'attention. Donc sur la RC Tri, les spécificités de l'outil. Donc, elle peigne le sol. La principale contrainte sur RC Tri, c'est qu'il va falloir passer très lentement au stade critique. Donc là, par exemple, sur maïs, au stade de feuille, où on est sur une vitesse d'exécution à 2 km/h. Un autre avantage, ça ne nécessite pas de puissance de traction élevée, par exemple, contrairement à la houe rotative. Et elle est efficace jusqu'au stade 3-4 feuilles des adventices. Contrairement par exemple à la houe rotative qui serait efficace uniquement au stade cotylédon. Donc ça va être intéressant, mais il va falloir pouvoir trouver la fenêtre pour pouvoir intervenir au bon stade sur les adventices. Et ici un tableau récapitulatif du coup des points d'attention sur RC Tri. Donc on retrouve l'écart entre deux dents, par exemple, le diamètre des dents, un point d'attention sur la puissance de relevage du tracteur. Veillez quand même à avoir une force de relevage suffisante. Le nombre de roues de terrage, important à regarder en fonction de la largeur. La faculté à changer les dents rapidement en cas de casse ou d'usure. Donc, tous les différents onglets des outils se présentent selon ce schéma-là. Et on a aussi ici, du coup, la possibilité, Optimat est branché sur Cartomat, de localiser directement les RC Tri près de chez soi. Je continue, par exemple, sur houe rotative.
les différents constructeurs qui en proposent. On va retrouver parmi les grands critères sur houe rotative, la largeur évidemment, le type de houe rotative aussi, on va y revenir, mais on distingue 3 types de houe rotative et qui évidemment n'auront pas la même efficacité en fonction du contexte. Donc par exemple, les houes rotatives à bras balanciers, avec la contrainte que des cailloux peuvent coincer des roues, juste ici entre cet axe-là et la roue qui est à côté. Donc, généralement, à éviter en présence de parcelles sur lesquelles la charge en cailloux est importante. Les bras indépendants, qui sont bien répandus, et l'écartement large des roues, donc là, qui ne présentent pas de difficultés en présence de cailloux, comme pour les bras indépendants. Un autre critère qui va être important à considérer sur roue rotative, certains constructeurs généralement proposent que la pointe de la houe rotative attaque directement le sol, mais depuis quelque temps, d'autres constructeurs proposent que ce soit le dos de la cuillère qui attaque le sol. Donc on va y revenir, mais ça va avoir un impact différent. Et on retrouve ici, du coup, un premier positionnement en termes de prix de référence pour une houe rotative. Donc, sur une houe rotative, on est parti sur une référence à 6 mètres de large. Sur Roto-Étrille, on retrouve ces constructeurs. Donc, il y a moins de constructeurs sur Roto-Étrille. Les critères regardés vont être le réglage de l'agressivité, le prix de référence. Globalement, moins de particularités sur RC-Tri, moins de différence entre constructeurs. Et sur les bineuses, donc c'est là où on a un catalogue très fourni, beaucoup de modèles qui sont proposés, évidemment en critères d'intérêt, la largeur recherchée, le fait que les éléments soient déplaçables en continu sur la poutre. Donc là, ça va être des critères intéressants à regarder. Par exemple, est-ce qu'un boulon sur la poutre va limiter le fait de pouvoir positionner un élément bineur sur la poutre? C'est des choses qui vont pouvoir être contraignants. Donc, c'est un critère qui va être intéressant à regarder. Le relevage des éléments binaires, est-ce qu'il est permis? C'est-à-dire, certains constructeurs proposent que chaque élément binaire soit relié hydrauliquement à la cabine, alors soit pour permettre un rappui de l'élément binaire sur le sol et pour appliquer une pression constante en fonction des irrégularités sur le sol, soit tout simplement pour pouvoir relever des éléments binaires quand on arrive dans les fourrières et pour éviter de faire de la casse sur le maïs. Une fois encore, une comparaison sur un prix de référence pour une bineuse, on va dire, standard ou la plus répandue en 6 rangs sur maïs, et là guidée mécaniquement. Sur bineuse, par exemple, si je prends ce constructeur-là, on retrouve les différentes informations. Par exemple, ici, on n'a pas de prix de référence. Donc, soit c'est le constructeur qui n'a pas souhaité communiquer sur le prix, soit c'est qu'il n'a pas encore été enquêté. Donc là, c'est le cas, par exemple, sur ce constructeur qui a racheté une gamme récemment d'outils à un autre constructeur. Donc, on n'a pas encore cette information. Sur Bineuse, on va avoir beaucoup de spécificités techniques qui vont être renseignées. Également la possibilité de poster des commentaires. Et on souhaite justement qu'à terme, ce soit les constructeurs eux-mêmes qui puissent, via la création d'un compte, proposer soit des modifications parce qu'ils trouvent qu'il y a une information qui a été mal renseignée ou qui a été ajustée depuis sur le modèle décrit, soit tout simplement de proposer un nouvel outil qui viendra compléter la gamme. Donc, les constructeurs auront accès à un module particulier pour pouvoir renseigner un nouvel outil sur ce catalogue.
En termes de guidage, donc il y a un travail de recensement également qui a été fait avec différentes possibilités offertes sur le guidage par les constructeurs. Alors déjà la première, hein, possibilité d'équiper une bineuse existante. Certains constructeurs proposent d'équiper des bineuses euh, voilà, qui existent déjà en occasion avec un module qui vient se greffer dessus. L'assistance d'une seconde personne, donc généralement une personne qui est à l'arrière du tracteur sur la bineuse et qui peut contrôler via un joystick ou un volant l'orientation de la bineuse, enfin sa position latérale par rapport au rang, le guidage frontal, la caméra de recul, l'autoguidage mécanique, donc généralement de série sur les bineuses, hein, avec un coutre de guidage ou un guidage sur le troisième point. Pour certains constructeurs, ça va être également le fait de faire une trace au semis qui sera retrouvée ensuite sur l'ensemble du cycle de culture, avec l'inconvénient que la trace puisse disparaître au cours du temps. L'autoguidage par détection du rang, donc la différente technologie, des capteurs optiques, des palpeurs. Et puis évidemment, l'autoguidage par caméra, donc complété par un translateur monté sur la bineuse. Donc caméra généralement 3D maintenant pour les constructeurs qui vont reconnaître le rang de maïs ou de la culture et puis ajuster en fonction la position de la bineuse en fonction du signal de la caméra. L'autoguidage par GPS, donc là généralement ça va être un autoguidage par RTK. Depuis peu, il y a aussi des constructeurs qui proposent de mettre une balise directement sur la bineuse pour avoir un signal qui soit plus précis, notamment pour les parcelles qui sont en pente. On retrouve ici un petit arbre de décision qui reprend les différents systèmes de guidage et les points d'intention en fonction des systèmes de guidage. Je pense en avoir fait le tour sur la partie catalogue à proprement parler. Sur les bineuses, peut-être une information. Ah oui, sur les bineuses, il y a un petit arbre de décision, comme il y avait beaucoup de constructeurs, un petit arbre de décision qui a été développé en fonction du contexte. Si on souhaite biner une seule culture, par exemple, et en fonction de l'interrang, de la largeur de l'interrang, donc là sur un interrang étroit, je pense à des gens qui souhaiteraient biner uniquement des céréales. On voit par exemple que 3 constructeurs proposent ce type de modèle, donc simple et généralement en guidage frontal du coup pour biner une seule culture. Si on souhaite biner plusieurs cultures avec des interrangs multiples, alors particularité sur le binage, certains constructeurs proposent le binage en interrangs multiples, c'est-à-dire qu'un élément bineur fixé sur le châssis de la bineuse peut biner plusieurs rangs. Ça évite d'avoir à changer la position comment dire, des éléments bineurs en cours de saison et en fonction du fait qu'on souhaite biner différentes cultures. Ça prend beaucoup de temps d'adapter l'écartement des éléments binaires sur la poutre. Donc, si on peut s'en passer, c'est aussi bien. Et à ce moment-là, donc là, par exemple, en binant en interrang multiple, ici un maïs et par exemple une céréale, donc en 75 pour le maïs et en 25 pour la céréale, en supprimant uniquement 2 socs et sans modifier la position de l'élément binaire sur la poutre, on peut parvenir à biner facilement ces 2 cultures. Et généralement, on va aussi avoir le binage avec uniquement un élément par interrang. Et là-dessus, généralement, les constructeurs vont plutôt avoir eu tendance à développer des technologies permettant de faire des modifications rapides des éléments binaires sur la poutre. Donc, certains proposent des poutres lèvres ou des poutres à glissière pour pouvoir bouger facilement les éléments binaires ou alors même de les positionner avec des boutons poussoirs sur la poutre pour réduire ce temps de réglage. J'en ai fini sur la partie catalogue.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, qui sera donc ouverte en libre accès, en tout cas pour cette partie. En fait, j'ai une question. Il y a combien de références là, disponibles en fait, sur le catalogue? Et quand est-ce que ce sera en accès sur Alors, le site? pour la partie catalogue, il y a 45 constructeurs qui sont référencés et 80 modèles différents. Je reprends un peu toujours les mêmes, mais par exemple chez Nboc, ils ont deux modèles de bineuses qui sont proposés. Je crois même qu'ils en ont. Oui, non, c'est ça. Deux modèles de bineuses qui sont référencés. Et pour ce qui est de l'accès, donc le catalogue est déjà accessible à l'adresse optimat.org. Si vous renseignez optimat.org, alors directement dans la barre de recherche du navigateur, vous arriverez sur le site. J'avais une question également, Bertrand Caro ou Evelyne. Je veux avoir un aperçu du travail que vous avez réalisé. Ça paraît important là, en termes de temps ou de. C'est un travail conséquent. Vous l'avez réalisé tout seul à la FRAB et si oui, Alors, pas est-ce qu'il y a une uniquement. unité de travail, est-ce qu'il y a une quantité de travail que vous avez calculée pour réaliser ce. Ça fait déjà plusieurs années en fait que ce travail est en cours, parce que la version que vous voyez là, c'est une version numérique, mais qui fait écho à une version qui a été créée sur papier au départ, pour que les techniciens du réseau puissent s'appuyer sur cette version papier dans leurs accompagnements. Donc c'est pas un travail qu'on a fait tout seul côté Frable, hein, c'est les quatre GAB bretons également qui ont été impliqués, et notamment pour faire tout ce travail de référencement auprès des constructeurs et de sollicitation auprès d'eux pour acquérir les données techniques sur les outils et un premier positionnement en termes de prix. Du coup, on a conscience que c'est un outil, en tout cas au moins pour la partie catalogue, qui va nécessiter du temps en actualisation. Ouais. Donc là-dessus, on espère pouvoir se dégager ce temps-là dans les années à venir. Et surtout, on espère que les constructeurs vont être aussi intéressés par le fait de présenter directement leurs outils sur ce site-là. Ils pourront remplir en fait de leur côté un formulaire pour nous prévenir, voilà, une nouvelle bineuse est sur le marché, on la propose à tel prix, et donner directement l'information sur le site. Donc pour ça veut dire aussi qu'il faut que l'outil soit utilisé pour que les constructeurs soient également intéressés de venir y présenter leur matériel. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, très bien. Oui, c'est vrai que je pense que c'est un outil intéressant pour les constructeurs. Ils sont plutôt contributifs ou À ce stade, ils ont été plutôt contributifs, oui, pour donner les informations. Là, on lance tout juste l'outil et on va voir comment ça répond maintenant de leur côté. Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu? Est-ce qu'ils y trouvent aussi un intérêt? Ça va être l'enjeu là sur les mois à venir, hein, sur la fin d'année, de voir comment ils peuvent se l'approprier. Ok, merci. Écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au module de simulation. Donc là, je suis toujours connecté. Donc c'est un module de simulation qui est aujourd'hui disponible uniquement pour les conseillers du réseau breton qui ont un compte sur Optimat. Donc un petit module dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure sur la relation entre la largeur de voie du tracteur, la largeur des pneus et la puissance du tracteur. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir regarder si
le parc matériel sur la ferme, et notamment en traction, permet de faire du désherbage mécanique sur le maïs. C'est un outil qui est uniquement utilisé ou très principalement sur le maïs, et de s'assurer que le tracteur ne va pas rouler sur les rangs de maïs. Donc là, par exemple, l'exemple qui est pré-renseigné, c'est sur un tracteur classique de cours. On va avoir des largeurs de pneus de 420 mm, une largeur de voie de 1,80 m de façon, enfin, dans les modèles les plus répandus. Et le maïs se bine généralement avec un semis à 75 cm d'écartement en interrang. Et on voit que finalement, il reste une marge de sécurité qui n'est plus que d'1,5 cm avant de rouler sur le rang de maïs. Donc, c'est pratiquement impossible, hein, à moins de semer vraiment très très droit et d'avoir une dextérité exemplaire. On peut pas partir sur une marge de sécurité aussi faible pour du binage. Donc généralement, ce qui peut se faire, c'est de partir sur un jeu de pneus étroits qui pourront venir se mettre sur le tracteur de façon à augmenter cette marge entre l'extérieur du pneu et le rang. Bon, après, chacun aura sur la ferme des modèles soit de pneus, soit de tracteurs qui sont différents. Donc, si la largeur de la voie, par exemple, ici est moins large, si elle est d'un mètre 60, on voit finalement qu'on commence à avoir une marge de sécurité avec des pneus étroits, même avec des pneus sur un tracteur classique de cours qui sera très raisonnable. Et ça permet aussi de voir que quand on est un peu juste, on peut peut-être potentiellement jouer sur la largeur de semis, la largeur de l'interrang au semis. Donc ça permet d'anticiper cette chose-là. Pour ce petit module, très rapidement, on a ensuite la possibilité de faire des simulations. Donc ici, on a un historique accessible pour les conseillers qui utilisent l'outil en fonction des accompagnements qu'ils auront pu réaliser. Donc l'outil de simulation se présente comme ça. On a une première entrée qui est demandée, c'est est-ce qu'on souhaite déjà faire une opération de désherbage mécanique en plein, c'est-à-dire avec une herséterie, une roue rotative ou une rotoétrie, ou uniquement dans l'interrang. Donc là, ça va être le cas pour les bineuses. Donc si je prends le cas du travail en plein, mais que je n'ai pas d'idée du type d'outil sur lequel je souhaite faire des comparaisons, on peut conserver tous les types d'outils au départ. Et ensuite, on a pris comme base de réflexion le fait de pouvoir passer l'ensemble des surfaces en désherbage mécanique sur 2 jours. Donc là, selon les secteurs, évidemment, c'est une hypothèse ou une fenêtre qui sera plus ou moins grande. Pour l'Ille-et-Vilaine, ça a été raisonné sur 2 jours, c'est-à-dire de pouvoir passer l'ensemble des surfaces de maïs, par exemple, sur 2 jours avec l'outil concerné. On peut renseigner ensuite les cultures qui vont être désherbées mécaniquement sur la ferme. Donc, si on souhaite désherber du maïs pour 25 hectares, par exemple, en plein, donc faire au moins 2 passages, je sais pas, de houe rotative. Ensuite, si on pense également utiliser l'outil pour faire du désherbage mécanique sur céréales, c'est pas une quinzaine d'hectares, mais sur céréales, on pourra par exemple se permettre qu'un seul passage. C'est déjà pas mal. On passe ensuite à la partie budget. Donc, il y a différents coûts un peu standards qui ont été pré-renseignés et sur lesquels on peut jouer pour correspondre au plus près à la situation de chacun. Mais par exemple, en prenant un coût horaire de main-d'œuvre de 18 euros de l'heure. Donc, ça, c'est le coût horaire de la main-d'œuvre qu'on va retrouver classiquement dans le barème d'entraide, 18 euros de l'heure pour les chauffeurs. Un coût de traction, donc là, ça peut varier hein, selon les outils. On l'a vu,
la RC Tri nécessite une puissance de traction moins importante que la houe rotative, mais aussi moins de vitesse à l'exécution, donc potentiellement moins de consommation. Mais en moyenne, on peut partir sur un coût de traction, donc amortissement du tracteur et consommation carburant de 20 euros de l'heure. On est encore sur le barème d'entraide et sur la durée d'amortissement, donc généralement de 7 à 10 ans sur du matériel de désherbage mécanique. Si on passe à l'onglet résultats, on arrive du coup sur un grand tableau sur lequel on va pouvoir avoir différents types de filtres qui vont être appliqués. On peut regarder en premier lieu ce qui se passe pour la RC Tri à plateau. On a ici du coup en résultat la vitesse d'exécution du désherbage mécanique. Donc ici, on est parti sur la vitesse limitante, c'est-à-dire la vitesse la plus basse à laquelle il faudra intervenir, par exemple, sur maïs, quel que soit, à un stade précoce, donc là, deux feuilles, donc plutôt intervention en début de culture. Le débit de chantier estimé, du coup, à partir de cette vitesse, la puissance de traction nécessaire, pour voir si ça colle avec le parc matériel sur la ferme. Un premier positionnement en termes de prix, donc là on est sur des prix moyens issus du catalogue. Et puis la réponse du coup à notre hypothèse, est-ce que cet outil et sa largeur permet de passer l'ensemble des surfaces sur la fenêtre définie. Et là on peut voir que sur une RC Tri à plateau de 12 mètres de large, ça sera effectif. Ça ne sera pas le cas sur une RC Tri à plateau de 9 mètres ou de 6 mètres. On peut regarder sur une intervention plutôt sur culture un peu plus développée, donc à un stade plus avancé sur maïs. Et on voit par contre que cette fois, ça sera effectif pour passer l'ensemble des surfaces. On aura toujours ce stade en début d'intervention de culture qui sera limitant. Donc on peut regarder comment ça réagit sur un autre outil. Donc, par exemple, là, sur roue rotative, donc 4 largeurs prérenseignées, 4, 6, 9 et 12 mètres, 16 km/h pour intervenir en début de culture avec la houe rotative. Donc, un débit de chantier qui est beaucoup plus important qu'avec les RC Tri. Un besoin de traction qui est plus important aussi, parce qu'on est sur 90 chevaux pour une 4 mètres. Et puis un premier positionnement en termes de prix, mais l'information intéressante, c'est qu'on peut voir qu'avec la houe rotative, avec une 4 mètres, on peut finalement passer l'ensemble des surfaces sur 2 jours. Sur culture développée, on peut regarder ce que ça donne également. On est dans tous les cas à la même vitesse d'intervention. Donc ça permet d'avoir ce premier positionnement sur la partie possibilité de passer l'ensemble des surfaces sur une fenêtre prédéfinie. Ensuite, en termes de coût de chantier, différents éléments qui sont apportés. Donc là, ici, coût de chantier qui tient compte du coût de la main-d'œuvre. Et l'information intéressante ici, c'est que comme le débit de chantier est relativement faible sur la RC Tri à plateau, on peut voir qu'à partir de 40, même 35 hectares passés annuellement, ça devient intéressant, même en termes de coût de chantier, de passer sur un outil plus large. Donc, si on regarde ici pour les surfaces passées avec les RC Tri sur maïs et céréales sur cette ferme théorique, on voit que finalement, ça ne coûte pas plus cher avec une RC Tri à plateau en 12 mètres en termes de coût de chantier qu'une RC Tri à plateau en 9 mètres. Et c'est même moins cher qu'avec une RC Tri à plateau en 6 mètres, où là, on passe beaucoup de temps sur le tracteur. Donc, on est en gros à 50 euros par hectare. Si on compare maintenant avec la houe rotative, on voit que pour ces surfaces-là, donc ici, la main-d'œuvre est, dans tous les cas, le débit de chantier est élevé. Donc, on voit ça ne va pas changer grand-chose du coup en termes de coût de main-d'œuvre entre les différents modèles. Par contre, en termes de coût de chantier, on voit qu'on est bien inférieur à 34 euros par hectare avec la houe rotative par rapport à la RC Tri à plateau.
Ici, on va avoir du coup un tableau récapitulatif avec les périodes d'intervention. Ça va être intéressant aussi à prendre en compte pour formuler un conseil, et également surtout le stade d'efficacité adventice, parce que si on regarde la houe rotative par rapport à la RC tri à plateau, la houe rotative pourra intervenir uniquement au stade cotylédon, quand la RC tri pourra intervenir jusqu'au stade 4 feuilles, donc avec des chances en fonction des fenêtres météo potentielles sur la zone, que certaines années, la houe rotative ne puisse pas être utilisée en cas d'aléas météo défavorables. On a ajouté du coup un petit module justement de positionnement des fenêtres météo propices pour le désherbage mécanique en fonction de la localisation, donc là pour l'instant en Bretagne. Donc si je prends l'exemple ici, je ne sais pas, de Lannion, on peut voir qu'on va avoir sur la période de mars à septembre plus de 4 chances sur 5 de rencontrer donc, une fenêtre météo de 5 jours successifs sans pluie. Donc propice pour potentiellement effectuer une opération de désherbage mécanique. On voit ici qu'à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, c'est plus compliqué d'avoir cette fenêtre de 5 jours successifs sans pluie. Ça va être une information qui va être intéressante à considérer pour notamment un passage précoce sur céréales. Si on compare par exemple avec Rennes, on voit déjà que c'est un peu plus favorable. On a la possibilité également, et c'est dans le compte-rendu qui sera fourni au producteur, de faire des commentaires et justement de donner un premier conseil en termes de type d'outils. Donc, par exemple, chez vous, c'est la houe rotative qui est le plus adapté. Peut-être parce qu'il y a énormément de surface à passer, que les conditions météo sont généralement favorables. Et vos surfaces permettent de partir sur une largeur de 4 mètres. Bon, l'idée, c'est que tout ce conseil-là soit plus développé en se basant sur les connaissances également, et pas uniquement sur l'outil d'aide à l'accompagnement, mais sur les connaissances également des techniciens qui font l'accompagnement. On peut donc enregistrer la simulation et on est en capacité de télécharger un compte-rendu d'accompagnement avec les grands items sur les éléments graphiques, les débits de chantier, les puissances nécessaires, un rappel sur les périodes d'intervention, les fenêtres météo et le conseil du coup apporté par le conseiller. Donc voici comment se présente l'outil de simulation aujourd'hui. Je vais arrêter le partage de l'écran sur Optimat pour revenir sur la présentation. Les conseillers qui font l'accompagnement ont aussi la possibilité de se baser, j'en parlais tout à l'heure, sur des arbres de décision qui ont été créés pour la version papier de l'outil Optimat. Ça permet d'aller un peu plus finement dans le conseil en fonction du contexte. Donc, par exemple, ici, si on part sur la préconisation d'une houe rotative, il s'agira de se renseigner sur l'absence ou la présence de cailloux sur les parcelles qui seront désherbées mécaniquement. Donc, typiquement, en l'absence de cailloux, c'est le système balancier ou brin indépendant. Les deux vont pouvoir fonctionner sans contrainte, qui pourront être préconisés avec les principaux constructeurs qui proposent ces outils et en fonction de la largeur souhaitée.
Par contre, en présence de cailloux, on partira plutôt sur une préconisation vers une eau rotative à brin indépendant. Donc, c'est celle qu'on va retrouver ici sur le côté ou sur une eau rotative à écartement large des roues. Donc, il y a uniquement un seul constructeur qui propose ce type d'outil uniquement. Disons que leur fonctionnement permet d'éviter que les cailloux viennent bloquer le mécanisme de la roue et du coup limiter son utilisation. Un petit zoom aussi sur une spécificité qui se développe plus récemment là, sur les houes rotatives. Par exemple, ici, un vérin d'appui sur les houes rotatives à brin indépendant qui permet une compensation hydraulique de la roue sur le sol. Donc, c'est-à-dire que si on a un sol qui n'est pas parfaitement plat, on aura quand même une pression constante qui sera appliquée malgré les irrégularités du terrain et une possibilité, on va avoir cette fonction de rappui qui permettra de mieux briser également la croûte de battance. Donc, ça va être des documents qui seront également sous le coude des conseillers. Et puis là, pour faire un petit zoom par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, donc les constructeurs qui montent des roues à l'envers sur leur roue rotative, avec comme particularité le fait que ça demande moins de vitesse et de puissance en exécution. Donc on peut partir sur du 14 km/h avec ce type de montage de roue. Et du coup, on va dire un désavantage, c'est qu'il faut accepter un peu de casse sur le maïs. Ce montage-là va avoir tendance à faire plus de projection de terre et potentiellement favoriser un peu de casse, mais sans dégâts trop significatifs sur la culture à terme. Et c'est un montage qui demande de la subtilité en termes de réglage, donc que ce soit sur la roue de terrage sur la machine ou sur le troisième point. Donc voilà des éléments complémentaires qui peuvent être apportés dans la discussion. J'en termine du coup sur la présentation des deux outils. Du coup, les liens d'accès à Optimat et Cartomat. Donc pour Optimat, optimat.org et Cartomat, cartomat.fr. Et un lien vers une vidéo qui a été réalisée pour présenter l'outil Cartomat. Est-ce que vous avez des questions sur la partie module de simulation sur Optimat? Est-ce qu'aujourd'hui, il a déjà été utilisé ou pas? Pardon? Est-ce qu'aujourd'hui, il a déjà été utilisé ou pas, l'outil de simulation? Le module de simulation? Oui. Oui, il a déjà été utilisé auprès de plusieurs producteurs, hein, mais plus là dans la partie conception de l'outil, donc pour que les critères correspondent bien aux attentes des producteurs accompagnés. Après, on va en faire déjà un usage là en interne réseau sur le reste de l'année, avant d'envisager l'ouvrir à d'autres partenaires, des conseillers d'autres structures qui pourraient en bénéficier aussi en accompagnement. Merci. Bertrand Caro, oui, Vilaine. Je voulais juste te faire une remarque, c'est un travail qui paraît incroyable, enfin, qui est très important. Donc, juste pour saluer votre travail, c'est vraiment intéressant, quoi. Merci. Et vous attendez donc de nous sur le terrain, moi je suis animateur agricole sur le BV, oui, ça va être de promouvoir ces actions. Vous attendez aussi des retours de notre part, sûrement. Oui, c'est ça, un relais autour de ces outils qui, vous l'avez vu, que ce soit pour Optimat ou pour Cartomat, plus ils seront
plus ils seront utilisés et plus potentiellement ils seront aussi améliorés et fonctionnels, que ce soit en termes d'actualisation, plus on aura les moyens en tout cas de les faire vivre et voilà, de les actualiser sur Optimat. L'enjeu, ce sera surtout d'avoir des références récentes en termes de prix notamment, hein, et puis sur les nouveautés, puisque même si on va faire une veille, il y aura toujours des nouveaux outils sur lesquels on pourrait passer à côté. Sur Cartomat, bah, c'est dans l'idée qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont intéressées de venir y présenter leur matériel. Et Tout ça ouais. Et dans la promotion de cet outil, donc il y a aussi des partenaires, la Chambre, les CUMA. Ouais. Donc ils font le même travail que vous, c'est-à-dire qu'ils vont aussi promouvoir de leur côté ces outils. Ça, on a différents outils de support de communication, hein. Il y a surtout sur Cartomat aujourd'hui, qui était l'outil qui a été réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture, du coup la FRCUMA et la Fédération des entrepreneurs des territoires. Et du coup, on a un flyer, la vidéo que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, différents outils de communication. Il y a aussi un espace dédié au désherbage mécanique qui va être présenté sur le salon La Terre est notre métier au mois de septembre prochain, donc 21 et 22 septembre prochain. Et on parlera aussi, je pense, de ces deux outils sur une journée des Arbinov, du coup, dans le cadre d'un projet Arpida des Arbes Méca, un casse-d'art, dans le Morbihan, courant juin. Bonjour, mon nom c'est Mathilde, Fédération des CUMA, Bretagne et l'Armor. Et du coup, si je comprends bien, donc c'est l'outil de simulation, la Optimat, sera ouvert aux différentes structures. Enfin, voilà, d'ici, tu sais, d'ici combien de temps ou... Là, on s'est donné d'ici la fin de l'année par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, pour bien utiliser l'outil en interne, voir ce que ça donnait, même si on pense que c'est un outil qui est bénéfique pour l'accompagnement. S'il y a des ajustements à prévoir, de pouvoir les faire en vue potentiellement de l'ouvrir à des partenaires, donc plutôt courant d'année, enfin plutôt en 2023, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en profite s'il n'y a pas d'autres questions. Je viens d'envoyer un message à tout le monde. Voilà. Donc en fait c'est une petite enquête de satisfaction. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et vos questions. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, je les ferai remonter à Antonin. Le diaporama est également disponible sur le site, donc c'est dans le mail que je vous ai envoyé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Antonin, j'ai pas tout le monde puisque tu as fait un envoi à d'autres personnes que les adhérents, donc n'hésiteras pas à transférer si tu veux bien le message que je viens d'envoyer. Et voilà, et donc un grand merci aussi à toi, Antonin, pour ton intervention. Et merci de l'invitation. Bon, je crois qu'on va pouvoir clôturer dans ce cas-là. Au revoir. Marche. Merci. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Hein. Merci.